Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Afro Business. Un épisode consacré à la recherche et à l'innovation comme outil de développement en Afrique centrale et de l'Est. Ce qui a d'ailleurs été le thème de la 3e session du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts pour l'Afrique centrale et de l'Est. La promotion de la diversification économique, point principal sur lequel s'est engagée la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, dont l'ambition est de remonter le niveau des produits manufacturiers dans le bassin des exportations de la sous-région. L'industrialisation est un véhicule pour la diversification. Il est important, selon Jean-Luc Mastaki, le directeur sous-régional pour l'Afrique centrale au sein de la CEA, de prioriser la recherche, le développement et surtout l'innovation. On le retrouve en seconde partie de cet épisode où il aborde les questions des infrastructures numériques, le déséquilibre dans la répartition des richesses et surtout les acteurs majeurs du développement économique. Mais tout d'abord, on va prendre ce sujet sur la réponse aux besoins des entreprises à travers des instruments d'innovation adaptés au contexte et surtout aux environnements et ainsi les outils prioritaires pour impulser la diversification économique. On regarde. L'impulsion de la diversification économique est gageur pour les économies africaines, selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Les années de travail et de recherche menées dans les différentes économies ont permis de mettre en place plusieurs stratégies pour soutenir la recherche. Exemple, les plans d'action de Lagos établis en 1980 qui appelaient les économies à investir au moins 1% de leur PIB dans la recherche et le développement. S'en sont suivis plusieurs autres accords dont le but convergeait vers le développement. Notamment les ODD 9 et puis l'Afrique 2060-63 qui crée un cadre très bien établi pour augmenter les investissements et notamment en termes de recherche et développement. Une image simple, on se rend compte que les pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est sont un peu en retard en termes d'innovation, mais quand on voit l'aspect dynamique, il y a un rattrapage qui s'est fait très rapidement. Donc, les pays de la région sont en train d'investir massivement dans la recherche et de l'innovation, mais les efforts doivent continuer. Investir plus pour un meilleur rendement de l'avis de l'expert selon qui il est capital d'accroître la recherche au vu du potentiel dont regorgent les pays africains. Plusieurs solutions sont proposées, notamment en matière de stratégie de spécialisation intelligente des territoires. Mafini Dosso est économiste en matière d'innovation. Au lieu de regarder un pays comme un tout homogène, on va essayer de comprendre les nuances au sein des différents territoires qui comprennent ce pays pour mieux cibler les actifs de recherche et innovation qui sont disponibles, qui pourront répondre aux besoins des entreprises dans ces différents territoires, mais aussi aux besoins sociétaux. Donc cette expérience est très intéressante parce que ça fait quand même plus de 10 ans que le programme de spécialisation intelligente a été mis en œuvre à l'Union européenne et il a beaucoup progressé. Donc on a déjà certaines leçons à la fois en termes de données qui doivent être connectées, mais notamment en termes de priorisation des domaines d'investissement pour l'innovation et le développement industriel. Il est également conseillé de prioriser les secteurs à fort rendement quand on fait face à une insuffisance de ressources. La concentration sur des domaines précis deviendrait avantageuse pour les différents pays, notamment ceux en pleine croissance. À présent, cet entretien accordé à l'équipe d'Afro Business par Jean-Luc Mastaki lors de la 3e session du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts pour l'Afrique centrale et de l'Est, c'était du 15 au 18 octobre à Yaoundé, au Cameroun, qu'a eu lieu l'événement qui traitait du thème de la mise en œuvre rapide des solutions et recherche d'innovation pour accélérer la diversification économique en Afrique centrale et de l'Est. On regarde et on se retrouve juste derrière. Alors, bonjour Monsieur Mastaki et merci d'avoir accepté de nous répondre. Bonjour, toujours un plaisir. Alors pour cette 3e session du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts pour l'Afrique centrale et de l'Est, vous avez mis un accent particulier sur les solutions de recherche et innovation. Pourquoi justement le choix de ce thème? Pour cette 3e session du comité conjoint des experts de haut niveau et des hauts fonctionnaires de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est, qui est la première session à tenir en Afrique centrale. Parce que vous vous rappellerez bien, nous avons eu la première session aux Seychelles et la deuxième à Bujumbura. Nous allons nous focaliser sur la promotion de la diversification économique en Afrique centrale pour des raisons qui sont évidentes.
Voici une sous-région dont les exportations et la production dépendent essentiellement de matières premières à faible valeur ajoutée. Pour nous, l'ambition est de pouvoir remonter les niveaux des produits manufacturés dans le basket des exportations de la région. Et pour ce faire, les questions d'innovation sont claires. C'est l'innovation qui permet finalement d'embrasser de nouveaux procédés de production, de pouvoir générer de nouveaux produits, de produire plus avec moins et produire mieux avec moins. Et donc, si on veut s'industrialiser, l'industrialisation étant les véhicules pour la diversification économique, on ne peut pas se passer de la recherche et du développement et de l'innovation. Et donc, pour nous, comme le ministre de l'économie l'a souligné hier, l'innovation est le socle de la croissance économique et de la diversification économique. Et donc, nous sommes dans le cadre du consensus de Douala. Bien, alors justement, dans la poursuite de ce consensus de Douala, on ne va pas négliger qu'il y a des avancées qui ont été enregistrées. On est passé du simple au double en matière de connectivité, de connexion, notamment le téléphone, 25% à un peu plus de 40%. Ça veut dire qu'il y a quand même des avancées qui ont été enregistrées. Depuis 2017, quand même, la CEA a investi davantage dans la sensibilisation, awareness building, et beaucoup de nos États ont pris conscience de l'importance de diversifier leurs économies, de promouvoir l'industrialisation inclusive et durable telle que nous le souhaitons. C'est comme ça que vous allez voir des pays comme le Tchad ont maintenant un plan directeur d'industrialisation et de diversification économique. Le Cameroun a son PDI, le plan directeur d'industrialisation, qui a été réélu par nous et nous accompagnons les gouvernements à son déploiement et sa mise en œuvre rapide. La RDC a son PDI, le Congo-Brazzaville est en train de développer, avec l'appui de la CEA, son plan directeur d'industrialisation. Et tous ces plans de directeur d'industrialisation soulignent le caractère transversal du numérique. Le numérique comme outil pour pouvoir faire avancer des questions liées au commerce. Le e-commerce est en train de se développer à grande vitesse en Afrique centrale. Et tout ça dépend des connexions à l'Internet. Et donc, nous pensons, et il y aura une session sur cela, sur l'économie numérique et l'intelligence artificielle. Nous pensons que c'est une technologie porteuse qui pourra permettre de révolutionner nos chaînes de valeur, qui pourra permettre de faire avancer le commerce intra-régional, étant donné l'agenda de la zone de libre-échange continentale ici. Le numérique nous permettra davantage de pouvoir échanger entre nous, partageant les informations sur le marché. Le numérique est aussi au cœur du développement de la technologie et de transmission de l'innovation et de leur absorption, adoption. Et donc, nous pensons qu'il va falloir continuer à avancer le déploiement du numérique à travers une approche transversale dans les différents secteurs. Il y a des avancées, mais ces avancées ne devraient pas nous faire oublier qu'il y a encore des gaps, qu'il y a encore des inégalités spatiales. Par exemple, entre les villes et les campagnes. Alors que nos villes sont bien couvertes, sont bien desservies par les connexions Internet et tout ça, le taux d'accès à ces instruments est encore très faible dans le monde rural. Il nous faut des solutions innovantes, il nous faut des mécanismes innovants de financement, il nous faut des incitations pour amener ces grands acteurs qui se concentrent dans les grandes agglomérations à bonne qualité d'infrastructure, qu'ils aillent aussi dans ces zones qui sont un peu reculées. Il y a aussi des inégalités entre pays. C'est à ce niveau-là que l'intégration régionale, les stratégies sous-régionales portées par la CEAC et la CEMAC peuvent nous aider à pouvoir résorber les gaps qui existent entre les pays. Donc il faut continuer. Et continuer pour nous, pour les innovations digitales, c'est d'abord mettre en place les conditions nécessaires pour que l'investissement privé, moteur du secteur, vienne chez nous. Les jeunes qui sont intéressés par ce secteur doivent être formés pour tirer le maximum de ce secteur. Troisièmement, il faut gouverner ce secteur. Il faut que les États créent les cadres normatifs pour pouvoir aider le secteur à se développer et aider à ce que l'extension du réseau de télécommunications soit une réalité. Et en fin de compte, il faut, coûte que coûte, aller vers de grandes dimensions. Et la dimension sous-régionale est une opportunité. Monsieur le directeur, avant d'arriver à tout ce que l'exposé que vous venez de faire, notamment avec les différentes politiques, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un plan unique d'industrialisation dans tous les pays que vous venez de citer? Est-ce que ce ne sera pas plus facile d'adapter les conditions que d'avoir à chaque pays son plan d'industrialisation? Ça faisait beaucoup d'années que nos pays n'avaient pas de plan d'industrialisation. Après les ajustements structurels, l'industrialisation, les plans d'industrialisation ont été relégués au second plan. Nous sommes revenus, il y a quelques années, les pays commencent à développer les plans d'industrialisation. Mais au-delà de cela, il y a certaines questions transversales que seul un plan sous-régional peut gérer.
il y a certaines chaînes de valeur qui sont transfrontalières. Qu'au-delà des pays, il faut qu'il y ait une entité qui les coordonne. Il y a certaines infrastructures, les corridors sont sous-régionaux. Il va falloir que les États... Les questions d'énergie ne pourront pas être portées par des petites économies lorsqu'on vient aux grands investissements, chemin de fer, ainsi de suite. C'est pour cela que la CEA, Afrique centrale, a accompagné la CEAC et la CEMAC à développer ce que nous appelons le PDI2AC, les plans directeurs d'industrialisation et de diversification économique pour l'Afrique centrale. Les maillons qui manquaient, nous l'avons finalisé et il a été validé par les deux communautés économiques régionales. Et donc aujourd'hui, les États de la sous-région ont un cadre sous-régional à travers lequel ils peuvent définir les cadres nationaux de développement de leur industrie. Alors, vous avez également évoqué la question du secteur privé. Est-ce que les disparités qui sont observées entre les grandes villes et celles dites petites villes, ces disparités ne sont pas un peu à l'origine du fait que les investisseurs ne soient pas réellement attirés par l'un ou par l'autre, l'une ou l'autre de ces villes? Nous sommes avec des pays de l'Afrique de l'Est ici et ceux de l'Afrique centrale. Il y a certains pays de l'Afrique de l'Est qui sont parmi les champions de la réforme, les réformateurs comme le Rwanda, le Kenya, d'autres pays comme les Seychelles aujourd'hui. C'est des pays qui ont créé un cadre. Les écosystèmes sont là pour attirer l'investissement. Mais la plupart de nos pays d'Afrique centrale sont encore au bas des pelotons. Il faut qu'on fasse des efforts, qu'on crée des conditions. Et les conditions ne sont pas seulement les incitations fiscales. C'est mettre en place les infrastructures qu'il faut pour que les interventions, les investissements soient rentables. On ne peut pas, même quand on donne tous les avantages fiscaux qu'il faut, si on n'a pas de l'électricité de grande qualité, on ne peut pas attirer une industrie. Si on n'a pas de voies d'évacuation, un chemin de fer qui permettent de relier un centre de production au port de Douala, à Bangui, et ainsi de suite, ce sera difficile d'attirer les grands investissements industriels. Il faut que les infrastructures de transport, de télécommunications, nous parlions d'Internet ici, les infrastructures d'énergie, notamment à travers une disponibilisation d'énergie de bonne qualité, sont des préconditions pour le développement d'une industrie. Et cela, évidemment, lorsque les pays ont fait des efforts, on se rend compte que c'est dans l'urbain, souvent, que c'est concentré. Les zones, l'accès la disparité en termes d'accès à l'énergie entre l'urbain et le rural au Cameroun, par exemple, montre qu'il y a des soucis particuliers qui sont liés au monde rural qu'il faut adresser. Il faut néanmoins tenir compte d'une constante. C'est que les populations, tous les investissements cherchent les grandes agglomérations. Et les villes sont des grandes agglomérations. C'est pour cela qu'on parle de l'économie urbaine aujourd'hui. La ville attire plus d'investissements que les milieux à faible densité démographique comme les villages. Et donc, il faut des innovations, il faut des réflexions stratégiques pour voir quelle est la nature des politiques à mettre en œuvre pour que, malgré le dépeuplement des milieux ruraux, on puisse garder un noyau d'activité économique et qui permette à ce que ça avance. Et l'énergie est clé. Tant que vous n'avez pas d'énergie dans les mondes ruraux, vous ne pouvez même pas faire l'agriculture moderne, la mécaniser, donner de la valeur ajoutée aux produits agricoles. Il faut de l'énergie pour produire la farine de maïs. Et donc, il faut que l'État soit beaucoup plus agressif. Alors, Jean-Luc Mastaki, justement, vous parlez de l'État, vous parlez de l'implication de l'État. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'instabilité politique. Est-ce que cela peut être un frein au développement technologique ou à l'avancée de la technologie dans les pays? Nous sommes en train de parler des infrastructures hard, mais il y a des infrastructures qu'on appelle soft. C'est la gouvernance, c'est la paix et la sécurité. C'est des dimensions qui ne peuvent pas, lorsqu'il manque, elles ne peuvent pas permettre à ce que les investisseurs s'installent. Et dans les discussions de ce matin, lorsqu'on discutait de la zone de libre-échange continentale, les experts ont souligné le rôle de la paix et la sécurité pour favoriser le commerce interrégional. Il faut que la paix soit assurée pour qu'il y ait ces investissements qui viennent, pour qu'il y ait des échanges de biens et services, pour qu'il y ait la libre circulation des populations. Et donc la paix est une condition sine qua non pour le développement. Mais souvent, il faut adresser, nous, aux Nations Unies, les conditions préalables à la paix. Les conditions qui font que la paix soit finalement fugitive. C'est parce que souvent, les conditions de pauvreté n'offrent pas beaucoup à cette jeunesse-là. 64% de la population de l'Afrique centrale a moins de 24 ans. Si vous ne donnez pas des opportunités économiques à cette cohorte de jeunes, vous savez que la demande pour l'insécurité trouvera des preneurs. Et donc, il y a ces côtés traditionnels. Est-ce que c'est le développement économique qui impulse la paix? Savoir que c'est lorsqu'il y a le développement économique, lorsque la croissance est inclusive, elle existe, qu'elle permet de créer des emplois,
qu'elle donne des perspectives économiques et futures pour les jeunes, qu'elle se prépare pour une société plus stable et plus pacifiée. Mais lorsque on est en société non pacifiée, les alternatives économiques permettent aussi d'abandonner la voie de l'insécurité, des crises des armées, et ainsi de suite. Il faut donc arbitrer entre les deux. Il n'y a pas toujours l'un qui précède l'autre, et il faut considérer les deux. Et pourtant, ce ne sont pas les projets porteurs qui manquent. Au Cameroun, on a vu une énorme exposition avec des couveuses, avec des véhicules fabriqués par la jeunesse. C'est des exemples qu'on a vus et tant d'autres. Beaucoup d'innovations mécaniques existent, mais le problème, c'est l'adoption, c'est la diffusion. Le passage du laboratoire vers l'industrie, qui fait que nos investisseurs n'ont pas souvent au niveau laboratoire les liens entre les facultés et les laboratoires pour, par exemple, à l'université de Yaoundé 1, ainsi que les firmes à Douala, la JICAM et d'autres. Pas. Il faut créer des plateformes pour que les innovateurs parlent aux entrepreneurs, qu'ils aient la possibilité de pouvoir voir leurs innovations se traduire en produits pour le marché. Deuxième élément, pour la protection de ces innovations-là, ce n'est pas le protéger et être rémunéré à travers ceci, il n'est pas encouragé à continuer. C'est pour cela que vous avez suivi les discussions de ce matin. On parle de la fuite des cerveaux des innovateurs. Beaucoup de jeunes innovateurs, étant donné qu'ils ne peuvent pas vivre leurs innovations, ils se tournent vers les horizons où on les rémunère, on les protège, où ils peuvent avoir accès aux patentes et aux brevets, et après. Et donc, ça fait qu'il faut développer le système de protection des droits de propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, on sait, malgré tous les efforts en termes d'incubation, on les met ensemble, ainsi de suite, ces incubations se trouvent confrontées au même problème. Le système bancaire n'est pas encore fait pour financer des jeunes qui n'ont pas de garantie. Et le risque lié à un produit nouveau inconnu pose problème. Il faut donc que les mécanismes innovants en termes de financement, que ce soit à travers les partenariats publics et privés, que ce soit à travers des fonds de garantie pensés et promis par les États, mais aussi que ce soit le capital risque qui permette à ce que 3-4 mettent ensemble dans une approche entrepreneuriale pour mettre ces innovations sur le marché soient encouragés. Parce que tant qu'il n'y a pas ces financements-là, nous restons dans les domaines des recherches de laboratoires qui ne se traduisent pas en des investissements d'entreprise. Alors, mais aujourd'hui, on fait quand même de plus en plus face au contexte économique actuel. On se plaint qu'il n'y a pas d'argent pour financer. Est-ce que les États peuvent, d'une certaine façon, accompagner ces jeunes? Les États, généralement, dans les autres pays, 60% peut-être en moyenne de la recherche est une recherche privée. Les États n'ont pas souvent beaucoup de ressources. Ils peuvent faire des recherches pour les biologiques, qui ne peuvent pas être souvent patentés ni protégés, et donc pour lesquels les droits de propriété intellectuelle sont difficiles à gérer. Mais pour d'autres innovations technologiques, c'est le privé qui les fait. Et le privé a des ressources pour traduire ceci en procédés de production. Et donc, ce qu'il faut encourager aujourd'hui, c'est le dialogue avec le privé pour qu'il accroisse sa part d'investissement dans la promotion des innovations. Les discussions de ce matin l'ont souligné, et même d'hier d'ailleurs. Les grandes entreprises investissent plus en recherche et développement. Il faut des incitations. Et on a parlé des incitations fiscales que certains pays mettent en œuvre pour des entreprises innovateurs en réduisant la charge et la pression fiscale sur celles-ci afin qu'elles continuent à innover. Il faut que l'État mette en place des conditions pour encourager les entreprises à innover et à investir dans l'innovation. On ne pourra pas penser longtemps que seul l'État peut être cet acteur qui investit. Lorsqu'on dit que ça doit être 0,5% du PIB d'un État qui doit aller, ou du budget d'un État qui doit aller à recherche et développement, il faut donc encourager que le privé vienne aussi dans un mode de partenariat public et privé pour faire avancer le système d'innovation. Alors enfin, M. Mastaki, la CEA, la Commission économique des Nations Unies, pour l'Afrique, notamment le Bureau de l'Afrique centrale, c'est des dizaines d'années de recherche. Forcément, vous avez vu les failles, vous avez vu les problèmes, vous avez des solutions que vous proposez aux différents États. Les solutions que nous proposons aux États, nous en avons évidemment. La première solution, disons aux États, qu'il va être difficile, étant donné les disparités spatiales dont vous étiez en train de parler, il va être difficile de développer l'industrie sur toute l'étendue d'un pays, qu'il y ait accès aux infrastructures de base. C'est les zones économiques spéciales, comme on les appelle, où l'État définit, circonscrit un périmètre, il y met les infrastructures de transport, il y met la télécommunication, il y met l'énergie de bonne qualité, il y met les infrastructures de base, mais aussi il y met les softs dont nous avons parlé. Il crée les guichets uniques pour que celui qui vient investir sur cet espace-là
ne puissent pas avoir toutes les tracasseries dont on parle dans nos pays là, où pour créer une entreprise, il faut prendre 30 jours. Alors que le Rwanda aujourd'hui, en un vous pouvez créer votre entreprise. Île Maurice, même chose. On a réduit suffisamment les démarches administratives qu'il faut entreprendre pour créer une entreprise. Et donc, dans les zones économiques spéciales, tout ça doit être affiné pour qu'il puisse être facile de créer une entreprise là-bas. Les services douaniers, la pression douanière doit être allégée, et la pression fiscale, les incitations données aux investisseurs pour qu'ils puissent s'installer. Et donc, pour nous, la première solution, c'est que ces zones économiques spéciales doivent être aussi des hubs d'innovation. Il faut qu'ils incorporent des centres d'excellence, comme pour la zone économique spéciale batterie en RDC, un centre d'excellence qui fait la recherche, qui développe les compétences et qui permet à ce que les PME qui viennent s'élire à cette zone économique spéciale puissent aussi bénéficier des innovations. Investir ensemble sur des valeurs régionales. Lorsque transformer du bois au Cameroun, alors qu'on sait que la forêt est partagée avec le Gabon, avec le Congo, avec la Centrafrique, s'engager dans un projet commun de recherche qui permet à ce que nous puissions mobiliser des ressources ensemble et pouvoir faire face à ces défis-là de financement dont nous avons parlé. En fin de compte, c'est créer des plateformes d'échange entre les entrepreneurs et les chercheurs, mais entre les chercheurs et même d'un pays à l'autre, qu'ils puissent se parler, partager les expériences et qu'on puisse avancer tous ensemble. Et nous sommes en train de suggérer, nous, que ça puisse commencer par des produits les plus consommés, les produits des grands crus comme la CEMAC les appelle. C'est les produits qui sont responsables de la grande facture à l'importation des produits agricoles essentiellement. Et la recherche agricole existe depuis longtemps, il y a des innovations qui sont là-bas, ainsi de suite que nous puissions produire des biens alimentaires à valeur ajoutée. Bien, merci beaucoup Jean-Luc Mastaki pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le directeur sous-régional pour l'Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Merci beaucoup et un plaisir. Et voilà qui met un terme à ce numéro d'Afro Business. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous invite à revoir ce numéro sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes sur Flash Média. À très vite.